Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce postcard dédié à la promotion et la valorisation des acquis scientifiques dénommé l'ACOM scientifique. C'est un programme de production audiovisuelle destiné à la vulgarisation des acquis scientifiques. Et qui dit acquis scientifique dit également homme de science, homme de lettres et homme de culture. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte d'un enseignant-chercheur africain, un homme de lettres, mais aussi un mécanicien de la langue, professeur titulaire des universités du CAMES, l'homme officier à l'école normale supérieure de l'université Abdou Moumouni de Niamey, où il donne des enseignements en sciences du langage et en didactique des langues et cultures. Professeur Amadou Saïbou Adamou, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Par ces temps qui courent, plusieurs pays africains du Sahel ont été secoués par ce que d'aucuns appellent une révolution. Le Niger, qui vous a vu naître, n'échappe pas à ce mouvement. À preuve, depuis le 26 juillet 2023, les destinées du pays sont aux mains de la Grande Muette suite à un coup d'État militaire qui a renversé le régime du désormais ancien président Mohamed Bazoum. Les faits ne parlent qu'aux esprits avertis, dit-on. En bon observateur averti, vous avez été inspiré par cet événement qui a focalisé l'attention du monde entier sur le Niger. Cette inspiration féconde a donné naissance à ces opuscules littéraires, à la fois littéraires, mais aussi linguistiques, intitulés Le 26 juillet du Niger pour un recentrement et un jaillissement. Avant de revenir à ce chef-d'œuvre, nous allons nous intéresser d'abord au parcours de l'enseignant-chercheur. Professeur Amadou Saïbou Adamou, dites-nous un mot sur votre parcours en tant qu'enseignant-chercheur. Merci, cher ami. Vraiment un mot, parce que pour dire ma vie d'enseignant, il faut prendre un peu plus de temps, parce que j'ai un parcours assez atypique. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants que je suis une pièce rare maintenant, parce que j'ai traversé tout le système éducatif de mon pays, depuis le primaire, le secondaire, premier cycle, second cycle. J'ai été conseiller pédagogique, et puis j'ai atterri un beau matin à l'université après la soutenance de mon doctorat. Et donc, depuis, j'ai travaillé et puis je me suis retrouvé professeur titulaire du CAMES, comme vous l'avez dit au début de votre intervention. Donc, c'est un parcours assez spécifique, assez rare, assez difficile, mais très exaltant parce que voir tout ce monde-là, voir tous ces niveaux, le vivre, l'expérimenter et travailler, réfléchir en même temps à chaque niveau, je crois que c'est un privilège que Dieu m'a donné et que j'accepte et que je vis avec bonheur. À l'université particulièrement, j'ai fait une thèse, j'ai commis une thèse qui porte bien sûr, comme vous l'avez dit, sur les sciences du langage, en particulier la pragmatique et la sémiotique des textes littéraires. Et depuis, je fais des réflexions dans le domaine des sciences du langage, en stylistique, en énonciation, en analyse, surtout en analyse du discours, et spécialement l'analyse du discours politique, l'analyse du discours littéraire, mais aussi l'analyse du discours didactique. Voilà, à résumer ce que je suis en train de faire. Alors, un parcours atypique, vous l'avez si bien dit. Cela nous permet donc de dire que vous êtes vraiment un acteur clé du système éducatif nigérien.
Alors, beaucoup s'offusquent de la baisse criarde du niveau de nos apprenants de nos jours, surtout, disons même dans tous les ordres de l'enseignement, de la maternelle jusqu'au supérieur. En tant qu'acteur du système éducatif, quel regard portez-vous sur ce phénomène? Oui, je vais d'abord rectifier, je ne suis pas un acteur clé, je suis un acteur. Comme les autres, il y a des milliers d'enseignants comme moi, j'en suis un, et puis voilà, peut-être que j'ai la chance, plus que d'autres, non seulement de vivre la chose, mais de réfléchir là-dessus. Alors, pour répondre à votre question, Oui. Évidemment, c'est quelque chose de très déplorable, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, l'école nigérienne est dans le creux de la vague. Et ça ne date pas de 2023. Ça vient de loin, de très loin. Et donc, peut-être que ça a été préparé pour que ça soit comme ça. En tout cas, on le constate. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à ce niveau? Eh bien, je crois qu'il y a plusieurs paramètres qui ont joué, plusieurs facteurs, dont je dirais, pour me résumer et pour dire l'essentiel, le problème de la formation des enseignants. Il y a eu un moment où le secteur de l'éducation a été laissé à tout vent. N'importe qui pouvait être recruté comme enseignant. Et la conséquence, c'est que on a fait du n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, le résultat est là, sans compter les mesures à la fois politiques et économiques qui ont été prises, notamment à l'occasion des politiques de réajustement structurel qui ont vu le secteur de l'éducation pratiquement abandonné. Ensuite, quand on a voulu ressusciter ce secteur, on l'a pris partiellement. Par exemple, on s'est occupé de l'école primaire, Oui. exclusivement de l'école primaire. Le secondaire et le supérieur ont été abandonnés. Mais même le primaire, en s'occupant du primaire, on ne s'est occupé que de la quantité, pas de la qualité. Au détriment de la qualité. Au détriment de la qualité. Et donc tout ça a des coûts. Oui. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Pour résumer un peu l'état de la situation. Voilà. Et cela découle certainement vers le supérieur. Et justement, cela montre ou cela touche le rôle de l'enseignant-chercheur. L'enseignant-chercheur ne va certainement pas rester insensible à la question. C'est ce qui fait que vous réfléchissez par rapport à cela. Mais l'autre élément de la société auquel l'enseignant-chercheur ne peut pas rester insensible, c'est la situation socio-politique de sa société. Et en la matière, vous êtes, on peut le dire, un objecteur de conscience, vous êtes un scientifique, et c'est peut-être cela qui nous amène à dire que vous vous plaisez bien dans ce statut en vous refusant de rester insensible aux mots qui minent votre société. Cela se comprend par ce titre évocateur de votre ouvrage sorti tout dernièrement, bien sûr, au lendemain du coup d'État de 26 juillet 2023, donc quelques jours seulement après donc, ce coup d'État. Alors, professeur, j'ai bien envie de vous demander pourquoi ce titre évocateur? Bien, je dirais d'abord que ça colle avec la situation actuelle, advenue depuis le 26 juillet. Et ça colle aussi avec une attitude, mon attitude, qui consiste à refuser de me taire devant les faits, devant la réalité. Je peux me réfugier comme beaucoup d'autres dans le confort de la recherche scientifique, c'est-à-dire, bon, je fais des recherches que je consigne dans des articles, dans des ouvrages scientifiques, et puis que ça reste dans les tiroirs ou dans les bibliothèques. Mais il y a aussi que je suis un agent du monde et je dois témoigner de ce monde. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. Il y a eu un événement grave chez moi. Un coup d'État est toujours un événement grave. Eh bien, je me suis senti le devoir de témoigner de ce qui s'est passé
de réfléchir sur ce qui s'est passé et peut-être de proposer quelque chose pour que cette situation ne soit pas juste un événement qui n'a pas d'impact sur notre vie et qui n'a pas d'impact sur notre vie actuelle et sur notre avenir. Donc, je me suis donné le devoir de réfléchir sur ce qui est arrivé, d'essayer de l'expliquer à ma façon, selon mon point de vue, et de partager ma pensée avec le reste de mes compatriotes et le reste du monde à travers un ouvrage, mais aussi à travers des rencontres publiques, des présentations publiques, des conférences, pour échanger avec les lecteurs, pour échanger avec le monde actif de chez moi. Je refuse de rester sans prendre position, je refuse de rester ce cadavre-là qui ne s'active pas à vivre les choses de son temps, à les penser et peut-être à proposer un certain nombre de choses assez semblables. Merci pour ça. À la lecture donc, de l'ouvrage, on a vu l'ancien chercheur dans une démarche purement scientifique, c'est-à-dire que l'ancien chercheur a procédé par des questionnements, ensuite a entrepris une démarche hypothético-déductive avant donc de procéder à une analyse pour fixer des perspectives. Alors, professeur, on constate que vos propositions dans votre ouvrage sont complexes, alors que très récemment, on a entendu certaines autorités de l'Algérie parler de 6 mois comme durée de la transition pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. N'aura-t-il pas besoin d'un peu plus de temps pour asseoir toutes ces bases que vous avez explorées dans votre ouvrage? Bien, il faut dire que mes propositions ne concernent pas que le temps que le CNSP sera au pouvoir. Ok. J'ai pensé à des priorités nationales qui doivent être prises en charge à la fois par les gouvernements actuels, mais pour l'avenir aussi. Même après, et donc par le peuple nigérien qui va compter ces régimes, qui n'est pas là pour ce régime actuel ou bien un autre qui va venir, mais c'est des charges qui sont pérennes et que on doit assumer. Oui, mais le CNSP aura quand même la lourde charge d'asseoir les bases pour montrer la voie à suivre. Voilà, donc ce temps doit être, à mon sens, réfléchi, pensé, pour que ce soit ce que j'ai dit dans mon ouvrage, que le CNSP et le gouvernement actuel se transforment en passeurs. Et cela, il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait asseoir d'abord pour que cela soit. Par exemple, la question de la sécurité. Aujourd'hui, en dehors du terrorisme qu'on retrouve un peu au niveau des 4 points cardinaux de notre pays, il y a le banditisme armé. Il y a des groupes armés, il y a des individus qui sèment le désordre dans le pays et l'insécurité. Mais comment on peut organiser des élections dans ce contexte-là, s'il n'y a pas la quiétude? S'il n'y a pas de quiétude. Si on ne peut même pas, vous avez vu qu'il y a dans une bonne partie de notre pays que les gens ne peuvent même pas rester chez eux. Ils ne peuvent même pas cultiver. Alors, dans quelles circonstances ils vont voter? À moins qu'on ne dise qu'une bonne partie du Niger ne doit pas voter et que, les élections, la démocratie ne concerne qu'une portion du pays, ce qui est aberrant. Donc, je pense que la pression qu'on met sur le CNSP en termes de temps me semble un peu indécent. Me semble un peu indécente parce que non seulement on crée des conditions pour que les difficultés
deviennent importantes Oui. et difficiles à gérer, mais aussi en même temps, on dit il faut aller vite, donner le pouvoir Oui. à des gens qui, hier seulement, gouvernaient très mal le pays. Oui. Non, je pense qu'il faudrait réfléchir. Je ne dis pas au CNSP de s'éterniser au pouvoir, Oui. mais si c'est ça l'option du Niger, ben on y va. L'essentiel, c'est quoi? C'est que qu'ils soient militaires ou civils, ce sont des Nigériens. Oui. Et que ce pays a des aspirations auxquelles Oui. ses dirigeants doivent obéir, Oui. qu'ils doivent satisfaire. Et je crois que l'option d'un gouvernement militaire, d'un gouvernement civil, eh bien, cette option sera celle des Nigériens dans leur ensemble. C'est eux qui décideront. Ce n'est pas de l'extérieur que ça doit se décider. C'est de l'intérieur, sur la base d'un certain nombre de critères vraiment importants pour nous, pour notre vie. Oui. Voilà. Alors, le professeur, merci. On a bien compris votre opinion par rapport à cette pression donc liée au temps qu'on met bien sûr au CNSP. Nous acheminons vers la fin donc de ce programme. Nous allons vous demander de nous dire votre mot de la fin. Ben, c'est peut-être, je vais reprendre deux proverbes que j'ai énoncés à l'entrée du petit ouvrage que je viens de publier. Oui. Le premier proverbe dit que les grondements du fleuve Oui. n'empêchent pas aux poissons de dormir. Oui. Et ça, c'est à l'adresse du peuple nigérien qui aujourd'hui est en train de vivre des difficultés énormes à cause d'une gestion peut-être émotive de la part de la CEDEAO et de certains États dont je ne donnerai pas le nom, mais que tout le monde connaît. Oui. Une gestion émotive et ce que j'ai dit, minable de cette situation, Oui. et même méchante, il faut le dire. Mais, on l'a vu, les Nigériens manifestent une certaine fierté, même dans ce contexte-là. Oui. Donc, cela suppose que les Nigériens sont prêts à des sacrifices, à peut-être plus de sacrifices que cela. Ça montre que les Nigériens sont décidés à renverser ce qu'ils ont vécu jusque-là. Oui. Et ça, quel que soit le coût, ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui est pénible. Le monde doit le savoir. Mais ils ne renonceront pas, ce peuple ne renoncera pas à son idéal. Et ça, je crois que c'est ce que montrent toutes les manifestations dans toutes les régions de ce pays. Deuxième proverbe, c'est justement cela, c'est que j'ai dit que c'est un proverbe nigérien qui le dit, si quelqu'un te mord, c'est qu'il te rappelle que tu as aussi des dents. Oui. Et que on ne peut pas rester comme ça, à nous faire agresser par-ci, par-là, de l'intérieur, de l'extérieur. Non, nous avons aussi des dents. Oui. Et nous devons réagir. Réagir face à tous les défis. Oui. Et construire cet avenir qui illustre justement l'image de cette couverture où c'est un Niger où il y a à boire et à manger et où les enfants vont s'épanouir. Voilà, je pense que c'est le mot de la fin, c'est que les gouvernants actuels doivent assumer. Ils doivent assumer la responsabilité qui est à leur depuis le 26 juillet Oui. et écouter le peuple nigérien dans ses souffrances, dans ses douleurs, mais aussi dans sa volonté de renverser l'infâme et de construire un pays viable. Mais ce peuple nigérien Oui. doit aussi assumer, c'est-à-dire ne pas renoncer à cet idéal, Oui. malgré les difficultés, malgré les obstacles qui vont tous les jours se manifester et de l'intérieur et de l'extérieur. Il faut tenir bon parce que l'avenir dépend de cette volonté et du combat que tous ensemble
les Nigériens vont mener. Merci beaucoup à vous, professeur, pour nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle à nos amis qui nous suivent que vous êtes professeur titulaire de l'université de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Vous êtes spécialiste des sciences du langage. Vous êtes de spécialité pointue, analyste donc du discours. Nous avons reçu au sujet donc de votre ouvrage sorti donc au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023. L'ouvrage est intitulé Le 26 juillet du Niger pour un recentrement et un jaillissement. Professeur, merci une fois encore pour votre entretien. C'est à moi. Nos amis internautes, vous qui nous suivez, ainsi se referme ce numéro de votre postcard scientifique. Merci de nous avoir suivis et à nous revoir pour le prochain numéro.